Je pensais te relancer sur quelque chose qui avait été un peu survolé la dernière fois par rapport au TOC et au niveau du tabac. Tu sais, tu dis t'adresser à la personne, et selon l'état d'hypnose, tu décides de le faire soit de manière directe, soit dissocier l'inconscient. C'est quoi, toi, tes critères pour choisir ce mode-là, les avantages que tu y trouves dans un sens ou dans l'autre? D'accord. Alors oui, c'est vrai que je vais revenir un petit peu sur, je vais expliquer un petit peu mieux ça peut-être aussi, parce que pour certains c'est peut-être une notion un petit peu technique. Mais disons qu'il y a deux tendances principales dans l'hypnose qui sont, on va dire une hypnose qu'on pourrait qualifier de dissociée, où on va parler à la personne. Disons que par exemple, si je travaille avec quelqu'un qui s'appelle, disons Michel par exemple. Je vais m'adresser à Michel, donc je m'adresse à cette partie-là. On va considérer que je m'adresse on dit en général que je m'adresse au conscient de Michel, c'est-à-dire je m'adresse à mon interlocuteur que j'ai en face de moi. Et puis je peux également faire comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce qui était à l'intérieur de Michel, et que j'allais m'adresser à cette tierce personne. Alors souvent on va le qualifier, on va lui donner le petit sobriquet de inconscient, parfois subconscient. Évidemment ici on n'est pas dans de la théorie, donc c'est pas des termes qui ont besoin d'être exacts. On pourrait très bien l'appeler une part de vous plus profonde. Si on a un folklore particulier, on peut très bien l'appeler votre ange gardien, on peut très bien l'appeler comme on s'en fiche en fait. L'idée c'est de créer une métaphore on dit métaphoriquement, on va faire comme s'il y avait une autre personne qui était à l'intérieur de vous et à laquelle on allait s'adresser. Et donc je vais parler à Michel et puis je vais parler à l'inconscient de Michel. Et puis une partie de l'hypnose, de l'induction de l'hypnose va consister à dire Michel, écoutez, je m'adresse de moins en moins à vous, et maintenant je m'adresse de plus en plus à votre inconscient, et je vais m'adresser à votre inconscient qui va être de plus en plus présent pour m'écouter à votre place. C'est ce qu'Erickson faisait beaucoup d'ailleurs, on voit bien beaucoup dans ses conférences, comme il commence en disant, voilà, quand je m'adresse à quelqu'un, j'entends m'adresser à son conscient, mais également à son inconscient qui doit m'écouter et être présent. Et en disant ça, en réalité, il invoque cet inconscient. Et ça crée une sorte de dissociation, ce jeu de rôle, ça crée une dissociation qui n'est pas au sens pathologique, c'est une dissociation volontaire, mise en place de façon contrôlée, dans un cadre positif. Mais enfin, c'est quand même un peu troublant, ça met dans une sorte d'état de transe déjà, et puis plus on va s'adresser à cet inconscient, plus il va devoir se rendre présent, plus on va lui demander de faire des choses, plus il va être présent, et plus la personne, elle, va avoir le sentiment d'être un peu mise de côté, de s'absenter, et va avoir ce sentiment d'être un peu dans un état vaseux, et il va y avoir une sorte d'effet d'approfondissement. Ça, c'est une façon de s'adresser, une façon de faire de l'hypnose. Il y en a une autre, qu'on retrouve d'ailleurs également qu'on retrouve bien, en fait, dans l'histoire de l'hypnose, c'est peut-être la façon dominante, mais on la retrouve ensuite chez Erickson et tous les autres également, qui va consister à ne pas employer cette métaphore, à ne pas parler comme s'il y avait une tierce personne. J'ai une personne devant moi, donc Michel dans mon exemple, et je vais m'adresser à Michel. Simplement, je vais demander à Michel, je vais lui faire des suggestions pour que Michel, par exemple, s'endorme si j'utilise la suggestion de sommeil, ou bien qu'il se relaxe, ou bien qu'il rentre à l'intérieur de lui et qu'il n'entende plus que ma voix. Je vais lui faire des suggestions pour que l'état dans lequel il était change et devienne un nouvel état. Et donc je m'adresse toujours à cette personne, mais elle n'est plus dans le même état. Et en réalité, dans la première option où je m'adresse à Michel et à l'inconscient de Michel, Michel lui n'est que spectateur. Si je dis par exemple maintenant votre inconscient va réfléchir à quelque chose d'important pour vous, Michel lui dit moi je suis là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et je vais dire peut-être votre inconscient va baisser la tête, donc vous ne bougez pas la tête, mais votre tête va se pencher toute seule une fois que c'est fait. Puis Michel, il ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis au bout d'un moment, il constate que sa tête se penche, il fait « Oh là là, c'est incroyable, ma tête se penche ». Mais disons que lui, il n'a pas forcément le sentiment d'être dans un état très profond, parce qu'il n'accède pas à grand-chose, il est très présent, il est très spectateur, il vit pas des expériences forcément très fortes. C'est fort physiquement, il peut se passer des choses fortes dans son corps, ça peut être très impressionnant à vivre, mais il n'a pas le sentiment forcément d'avoir fait un grand voyage. Et puis, dans la deuxième approche, celle qui consiste à pas faire comme s'il y avait un deuxième personnage, à vraiment s'adresser que à Michel. C'est différent parce que c'est lui que je vais envoyer là-bas, c'est lui que je vais envoyer dans l'hypnose, c'est lui qui va y aller, c'est à lui que je vais demander de réfléchir. Je vais lui dire par exemple à un moment donné, Michel, maintenant que vous dormez profondément, continuez de dormir profondément dans ce sommeil hypnotique,
Mais maintenant, réfléchissez à quelque chose d'important pour vous. Et quand vous avez fini de réfléchir, alors vous me faites un geste de la tête. Donc il y a une hypnose dissociée d'un côté, avec un jeu de rôle entre deux parties, et une hypnose associée de l'autre. Et d'une certaine façon, elle est peut-être plus longue à mettre en place, la deuxième, mais elle est plus profonde, parce que la personne en sortant, elle aura le sentiment d'avoir fait, elle, un travail, d'avoir, elle, réfléchi, d'avoir, elle, vécu des choses, vu des choses, senti des choses. La première, elle est très très pratique avec des personnes qui ne rentrent pas très vite et très facilement dans un état profond, parce qu'en séance d'hypnose, on n'a pas toujours 3 heures pour entraîner les gens à aller dans des états profonds. Il faut très vite pouvoir avoir des leviers pour créer du changement. Alors, du coup, c'est vrai que c'est très pratique, très rapidement, de dire, par exemple, je vais m'adresser à une autre partie de vous et elle va me répondre par un mouvement automatique du bras, par exemple. Ça permet d'aller vite. C'est pas tellement de l'hypnose, en fait. C'est de ce qu'on appelle de l'idéomoteur, quoi. Et ça génère de l'hypnose. Ça peut générer de l'hypnose, mais ça peut très bien se faire sans hypnose. Mais dans la boîte à outils des hypnothérapeutes, par exemple, l'idéomoteur est quand même très utilisé parce qu'on a peu de temps pour créer de l'hypnose profonde. Donc même si une personne sort en disant « Bon, j'ai pas eu le sentiment d'être dans une hypnose très profonde, mais vous vous êtes adressé à mon inconscient, et visiblement il a donné des réponses, donc bon, ça me va », eh bien, ça nous permet quand même d'avoir un résultat, et souvent un très bon résultat. Et puis, donc un des premiers éléments de réponse que je pourrais donner sur pourquoi est-ce que je vais choisir telle ou telle approche, parce que c'est deux approches qui se combinent même très bien, on peut très bien faire les deux dans une même séance et même passer de l'une à l'autre. Mais pourquoi est-ce que je vais privilégier telle ou telle approche? Ça dépend. Déjà, si je vois que la personne elle a besoin de temps pour entrer en hypnose profonde et qu'elle veut des résultats assez rapidement, je vais peut-être d'abord voir à la première séance ce qu'on peut faire avec une hypnose dissociée, où je vais m'adresser à l'inconscient. Et puis si ça n'a pas suffi, dans les séances suivantes, quand même approfondir une hypnose plus associée, où je vais lui apprendre à se plonger dans l'hypnose. Ça peut être intéressant également avec les enfants. Avec les enfants, ça fonctionne très très bien, l'idéomoteur, et ça leur permet également de moins se mêler. Alors même avec les adultes, avec ceux qui ont tendance à beaucoup se mêler de ce qui se passe en eux, et à vouloir tout guider dans la séance, eh bien, quand on s'adresse à leur inconscient, et quand on dit finalement c'est pas à vous que je parle, et c'est pas vous qui avez des réponses et des choses comme ça, c'est votre inconscient. Et du coup, vous n'allez pas savoir, et même si vous avez des choses qui vous viennent, c'est peut-être pas ça. Et bien, ça permet de les mettre un petit peu à l'écart, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'ils ont du mal à lâcher prise, ben là, on leur donne pas prise. On leur donne pas de quoi avoir prise, puisque ce n'est pas à eux de réfléchir. Ça peut être pas mal avec ce genre de profil-là. Je vais éviter ça avec des profils un petit peu anxieux, avec des gens qui sont très anxieux d'être là, et si je vois que je fais un peu d'idéomoteur, un peu de dissocié comme ça, je vais m'adresser à une autre part de vous, qui va pouvoir communiquer avec nous d'une certaine manière. Si je vois que la personne, ça lui plaît pas beaucoup, elle aime pas beaucoup ça, et qu'elle a une peur de la perte de contrôle, alors je vais plutôt passer au contraire sur une hypnose associée très vite. Je vais lui dire non, je vais m'adresser à vous et je vais vous demander de vous relaxer. Je vais passer sur un truc très 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 classique de relaxation, soporifique ou quelque chose comme ça, puis fractionner après pour créer un état plus vivant, mais pas forcément passer par une dissociation, en tout cas pas au début, pas d'emblée. Donc pour quelqu'un d'un peu anxieux, ça peut être vraiment intéressant de passer par une association. Et pour quelqu'un qui serait un très très bon sujet naturellement aussi, parce qu'en réalité, si vous dites je m'adresse à votre inconscient, certaines personnes ne le comprennent pas, puisqu'elles sont elles-mêmes déjà plongées dans leur inconscient. Ce qui fait que ça n'a pas trop de sens. Si je dis votre inconscient réfléchit, la personne dit waouh, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Si je dis votre inconscient imagine, la personne va dire waouh, je vois des choses. Donc finalement, je lui dis votre inconscient, et puis elle me répond je. Donc en fait, c'est qu'elle est déjà plus profonde que ce que j'imagine. Ça sert à rien, je laisse cette métaphore de côté, puis je m'adresse directement à elle, puisqu'elle a accès à des trucs, autant y aller direct. Donc avec des personnes qui sont extrêmement bons sujets, comme ça qui se plongent très bien, la plupart du temps, autant capitaliser quand même là-dessus. Pour quelle autre raison? Alors pour quelles applications? Pour les phobies, en général, même pour les addictions, j'ai souvent de bons résultats avec des approches dissociées, ça suffit. Pour un travail de fond, s'il y a quelque chose de vraiment plus profond, ou s'il faut aller chercher vraiment modifier des apprentissages, des programmations en quelque sorte, des conditionnements qui sont vraiment très anciens, voire des instincts ou des choses comme ça, je trouve que là c'est intéressant d'aller dans une hypnose plus profonde. Et pour tout ce qui est d'une hypnose plus associée du coup,
Et puis, j'en avais déjà parlé quand j'avais évoqué ça, mais il y a une valeur ajoutée à cette hypnose associée, c'est l'effort. Dans l'hypnose dissociée, le seul problème, c'est que, ce qui n'est pas forcément un problème sur toutes les applications, hein, mais c'est que la personne a le sentiment que c'est pas elle qui a fait le boulot. On s'est adressé à une partie d'elle, on a négocié avec cette partie d'elle, voire avec plusieurs parties. Hein. J'ai dit qu'on pouvait faire une métaphore de une partie, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Mais on a mis la personne en position de spectatrice, et on a bossé avec quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Et ça marche très bien, mais souvent c'est un peu trop facile, la personne ne s'est pas impliquée dans le processus. Ça marche, ça peut suffire, par exemple pour une phobie, une personne a peur des souris, je fais ça, je teste, elle a plus peur des souris, bon ben il n'y a pas à tergiverser, ça a fonctionné, puis c'est tout. Mais pour pas mal d'applications un peu plus profondes, des choses qui vont être plus psychothérapeutiques, hein, des choses plus profondes, il est intéressant quand même que la personne s'investisse, notamment qu'elle vive une aventure, qu'on puisse développer l'imaginaire, qu'elle puisse à l'intérieur d'elle-même avoir eu le sentiment d'être confrontée à des choses, d'avoir réfléchi, d'avoir dû trouver des solutions, d'avoir été celle qui a fait le boulot. Je l'ai plongée en hypnose pour pouvoir y faire le travail. Donc dans ce deuxième cas, on va dire qu'on privilégie davantage l'état. On a une personne, mais elle est dans un autre état, ce qui fait que c'est un peu comme si j'ai un copain qui est complètement bourré, je m'adresse toujours à lui, à la deuxième personne, je lui dis toujours tu, et il me dit toujours je. Et pourtant, il est plus tout à fait dans son état normal, et il n'a pas forcément les mêmes comportements, et si je lui pose des questions, il va pas me donner les mêmes réponses que d'habitude. Bon, là, c'est la même chose, sauf que c'est un état beaucoup plus intéressant à exploiter, à mon avis, mais c'est la même chose, c'est l'idée de changer l'état de la personne, plus que de changer l'interlocuteur. Mais en réalité, dans les deux cas, finalement, l'idée, c'est de me retrouver quand même avec un interlocuteur qui ne pense pas pareil, et qui ne voit pas les choses pareilles, et qui n'a pas accès aux mêmes choses. Je dirais juste encore une chose qui me vient à l'esprit, c'est que les deux sont non seulement très complémentaires, mais elles sont très complémentaires. Il est souvent utile, enfin en tout cas, moi c'est vrai que c'est en modélisant Erikson que j'ai souvent vu cette approche-là, qui consiste à commencer par du dissocié, invoquer l'inconscient, alors d'une manière subtile, sinon ça fait un peu esprit es-tu là, et puis ça fait un peu peur, mais disons passer par cette métaphore qui consiste à séparer conscient et inconscient, ou quel que soit le nom qu'on donne au personnage, puis petit à petit, de moins en moins, et au fur et à mesure qu'on approfondit, aller vers une hypnose plus associée. Je sais, voilà, il y aurait beaucoup de choses encore à dire là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai mis juste une chose, j'ai mis du temps moi personnellement à bien distinguer ces deux aspects, et j'ai mis du temps, étrangement, à m'approprier l'hypnose plus associée. Alors, quand je dis associée, il y a une forme de dissociation quand même, hein, mais disons qui ne consiste pas à parler d'un autre personnage. Ouais, c'est pas forcément celle que j'ai apprise. J'ai appris à communiquer avec l'inconscient. J'ai appris plutôt une forme mixte, comme beaucoup de gens, hein, mais je trouve vraiment un intérêt de plus en plus grand. C'est quelque chose que j'explore de plus en plus, que j'aime beaucoup et que je trouve très très intéressant, de ne pas employer le mot inconscient, ni aucun autre mot comme ça, de ne pas employer la troisième personne. Et ça me demande un vrai effort parce que j'ai beaucoup d'habitudes dans l'autre sens, mais je trouve que ça a créé un autre rapport et quelque chose peut-être de moins anxiogène aussi dans l'hypnose. Il y a moins, pour toutes les personnes qui ont un peu la peur de la perte de contrôle, on n'est plus du tout là-dedans. Donc ça peut être vraiment très, très intéressant de revenir à ces fondamentaux, puisque c'est vraiment ce qu'on a à la base de l'hypnose, hein, vraiment aux sources de l'hypnose. Et c'est quelque chose qui manque pas en plus. Quand tu commences à le pratiquer, je sais que je fais un peu pareil que toi ces derniers temps, d'utiliser beaucoup moins ces termes-là, et tu as la même qualité, enfin, il n'y a pas de différence notable sur ce que tu as, à part justement ce côté, il n'y a pas les problématiques, les craintes que tu peux avoir par rapport à l'hypnose habituelle. Donc c'est du tout bénef, j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment bénef même. C'est plus parce que je crois qu'en fait, ça peut être plus profond. J'ai vraiment le sentiment que la position dissociée chez certaines personnes, elle les maintient dans un état intermédiaire en réalité. Elle les maintient dans un état où vous n'êtes que spectateur, donc vous n'êtes pas supposé vivre les choses, puisque c'est à votre inconscient que je m'adresse. Et ça peut aboutir à une hypnose profonde, c'est-à-dire que la personne peut basculer dans un état d'hypnose profonde, mais ça peut aussi aboutir à un truc où la personne reste un peu en surface, puisque du coup, on s'adresse c'est une autre partie d'elle qui est supposée être en profondeur. Et notamment, on voit, par exemple, l'écriture automatique, qui était un exercice qui était très très populaire en hypnose au 19e siècle, mais qui a été aussi beaucoup pratiqué au 20e siècle, avec des beaux ouvrages là-dessus, et des articles de plein de gens.
puis qui a été abandonné petit à petit. C'est un peu impressionnant, c'est très impressionnant. C'est même très impressionnant, hein. C'est très spécial et très particulier. Ça peut même être très déroutant à vivre pour certaines personnes. Pourtant, ça nécessite pas forcément une hypnose profonde, voire pas du tout d'hypnose. Vous pouvez avoir une personne qui voit son bras qui écrit, mais qui n'a pas le sentiment d'être dans un état second, qui est tout à fait dans son état ordinaire, ou alors qui est juste un peu vaseuse. Ça peut aboutir à un approfondissement, mais pas forcément, pas toujours. Donc c'est pas forcément un exercice d'hypnose, c'est un exercice idéomoteur qui peut créer de la dissociation hypnotique ou non. Mais c'est d'autant plus impressionnant, parce que si je mets quelqu'un d'abord dans un état d'hypnose associé, et que dans cet état d'hypnose associé, je lui demande d'écrire, ou même je lui dis votre main va écrire toute seule, en fait elle est dans une forme d'ivresse où wow, c'est normal. C'est comme si en fait avant de faire l'opération, je l'ai anesthésié, donc ça passe mieux. Alors que finalement lui faire de l'écriture automatique sans un approfondissement d'hypnose classique associé, eh bien c'est encore plus déroutant. Il y a quelque chose de vraiment comme si on opérait sans anesthésie. Il y a vraiment quelque chose de très très bizarre à voir sa main écrire toute seule alors que je suis dans mon état normal. Alors que si on m'a mis d'abord dans un autre état, dans un état second, en général je trouve ça, ça passe beaucoup mieux. Donc il y a vraiment quelque chose de... Et l'idéomoteur est facilité, c'est-à-dire que rien n'empêche, si j'ai fait une induction associée, rien n'empêche à un moment donné de dire je souhaite m'adresser à une autre part de vous. C'est même beaucoup plus fort et beaucoup plus facile. Il y a une réaction là-dessus, justement. Comment tu crées une hypnose associée? Qu'est-ce que tu appelles une hypnose associée, là, du coup? Alors, là, je dis associée, bien sûr, on pourrait débattre de ce terme, mais c'est par opposition à cette dissociation-là qui consiste à poser le conscient et l'inconscient. En fait, c'est très simple, il suffit déjà de ne pas employer le mot inconscient, ni aucun substitut. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de une part de vous, je ne vais pas parler de subconscient, je ne vais pas parler de... Voilà, je ne vais pas dire je m'adresse à une autre part de vous. Éventuellement, je peux le faire avec une part du corps, par exemple. Je peux dire, je demande à votre épaule de se détendre. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas une genre de dissociation qui va créer un personnage. Mais je ne crée pas un autre personnage. Ce qui demande un vrai effort pour les gens qui ont été formés à l'hypnose, comme moi j'ai été formé, parce que c'est vraiment, on a ce tic de parler de l'inconscient. Je m'adresse à votre inconscient va faire quelque chose de bon pour vous, etc. Non, ça, je supprime toutes ces formulations-là. Je supprime toutes les formulations à la troisième personne. C'est-à-dire que par exemple, si je fais une séance avec Michel, à aucun moment je vais parler de Michel à la troisième personne. Alors que si je m'adresse à son inconscient, je vais dire j'aimerais que l'inconscient de Michel fasse quelque chose de vraiment bon pour Michel, etc., etc. Donc je vais pouvoir même utiliser son prénom. Là, dans une hypnose associée, non. Ça serait absurde. J'aimerais que votre... alors, à la limite, je peux dire que votre inconscient, mais bon, à la limite, on va même supprimer ça. J'aimerais que vous, dans cet état-là, vous fassiez quelque chose de bon pour vous. Quelque chose qui va être bon pour vous, même après cet état. Évidemment, si je dis ça dans un état trop léger, ça va pas très bien passer. Hein, mais dans un état profond, ça passe. Okay. Donc ouais, je pense que le plus simple c'est ça, c'est juste une question de vocabulaire. Et pour vous y entraîner, si vous n'avez pas l'habitude, enregistrez des séances que vous faites et réécrivez des passages de l'induction, des phrases, en supprimant justement ces formulations-là. Et vous allez voir que en fait ça passe très 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 bien. Et sinon, intéressez-vous à des inductions d'hypnose très classiques, très anciennes, où on disait par exemple, on s'adressait à la personne en lui disant qu'elle allait s'endormir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. On s'adresse pas à quelqu'un d'autre, on dit pas une part de vous va vous endormir. On lui dit et maintenant vos paupières sont lourdes, vous vous endormez, vous n'entendez plus que ma voix, c'est toujours vous. Donc c'est toujours vous êtes associé à vous-même, vous êtes en train de vivre votre expérience, mais vous êtes dans un état de plus en plus différent. Alors après, petite nuance, si une fois que la personne est dans cet état, je lui dis voilà, j'aimerais que vous, à la Erickson, j'aimerais que vous vous imaginiez à un autre endroit de cette pièce et que vous voyez, vous là, assis sur cette chaise. Alors, en effet, je m'adresse toujours à elle, simplement je lui fais faire une expérience de dissociation. Bon, c'est un peu différent, mais ça marche très très bien justement, ça c'est très efficace pour l'approfondissement.